Bonjour à tous, nous voici pour la séance 17 en SQL où nous allons aborder ensemble les jointures. C'est une notion qui est essentielle dans l'apprentissage de SQL au niveau des bases de données, puisqu'il va permettre justement, il est la base en fait des différentes relations que vous allez avoir entre les tables de votre base de données. On va revenir pour cela sur le fichier de la séance précédente, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, avec certains, donc ça va faire la transition comme ça avec cette nouvelle séance, avec les informations qu'on avait précédemment. En gros, nous avions une liste de joueurs, d'accord, une table en fait de joueurs, et une table d'échange pour ces différents joueurs. On avait notamment des informations qu'on remarque ici qui se répètent. Par exemple, ici, notre liste de joueurs, et dans les différents échanges, et bien à chaque fois qu'on a la liste du vendeur, l'acheteur, etc., l'objet échangé, des informations marquées directement là-dedans. On a également des objets, d'accord, qui sont, on peut imaginer, hein, ça peut être une base de données par exemple pour un jeu vidéo. Ces objets sont directement là. Mais on est d'accord que les objets seront a priori utilisés autrement, pas seulement au travers d'échanges. Là, le problème, c'est qu'on n'a rien en fait pour stocker les objets. On n'a pas de table par exemple particulière ou autre. Et là, on indique ici des noms de joueurs, alors qu'on a directement une table et qu'on pourrait se servir justement des possibilités relationnelles que proposent les bases de données. Si vous vous souvenez d'ailleurs sur la vidéo concernant les contraintes, je vous avais parlé des clés étrangères. Les clés étrangères permettent par exemple de dire que dans une table, nous allons avoir une information en fait qui est reliée à une autre information d'une autre table. En gros, un champ d'une table A est relié à un champ d'une table B. D'accord? On crée comme ça une relation via les clés étrangères. Là, ici, on n'avait pas du tout l'usage de clés étrangères dans cet exemple-là, et c'est justement, c'était volontaire en fait, pour faire la transition avec la prochaine séance. Alors, petite parenthèse, si vous voulez travailler avec des clés étrangères, il faut utiliser le moteur de stockage InnoDB pour la table en question, d'accord? Les tables qui vont faire usage de ces différentes clés. Ça ne marchera pas avec par exemple le moteur MyISAM. Donc il faut mettre à jour en conséquence et adapter le moteur que vous utilisez au niveau de vos tables. Donc ça c'est bon, je vais garder ça sous le coude, ça pourra servir. J'ai mis pour cette séance, vous pouvez récupérer dans la description de la vidéo ou depuis mon GitHub, ce fichier dataset, hein, fichier SQL, qui reprend en fait qui reprend un petit peu les exemples de la séance précédente, mais avec des mises à jour, pour correspondre un peu plus justement avec ce principe d'organisation de données et de structure de données en plusieurs tables, pour avoir en fait plus de cohérence. Ça va éviter aussi les répétitions d'informations, c'est-à-dire que là, au lieu de stocker des chaînes de caractères à chaque fois, nous allons pouvoir stocker à la place des clés, qui sont en fait simplement des entiers, qui prendront en conséquence beaucoup moins de place. Et ça va nous permettre de créer ensuite les différentes relations. Alors c'est tout à fait logique hein, dans le fonctionnement fait des bases de données, c'est-à-dire que nous avons plusieurs tables, ça vous allez être amené dans des vrais projets à travailler sur des dizaines, peut-être même des centaines, des milliers de tables, dans même une seule base ou même plusieurs bases différentes, et on va avoir besoin de créer des relations entre ces différentes informations. En gros, ici nous avons par exemple des joueurs, ces joueurs sont naturellement reliés à une table qui concerne des échanges, puisque les échanges sont faits par des joueurs, et par personne d'autre. Donc automatiquement, on comprend qu'il peut y avoir une relation entre des joueurs et des transactions effectuées entre joueurs. C'est parfaitement logique. D'ailleurs, on pourrait très bien se dire que une table donc, qui concerne des échanges d'objets peut tout à fait être reliée également à une table qui contiendrait ces fameux objets. L'avantage aussi, c'est que si un jour j'ai besoin d'utiliser ou d'ajouter de nouveaux objets à mon jeu vidéo, on va pouvoir avoir une table spécialement pour ça, qui va en fait répertorier tous les objets du jeu, d'accord? Et éventuellement, certains de ces objets seront utilisés dans des échanges. Même chose pour cette information-là. On voit que chaque joueur possède une habilité, donc une classe, et si un jour je veux rajouter d'autres classes, c'est dommage quand même de devoir répéter des informations là et d'avoir de la redondance. Autant faire une table qui contient la liste des classes, déjà ça économise en espace par rapport aux informations, et ça permettra en plus par la suite d'avoir tout un tas de requêtes possibles que l'on peut faire pour récupérer ces informations-là. Par exemple, lister la liste, faire la liste en fait des classes disponibles dans le jeu. Si on doit le faire à partir de cette information-là, autant dire qu'on va s'embêter quand même pour pas grand-chose, et on va avoir beaucoup de répétitions. Voilà en conséquence le nouveau fichier donc pour la séance présente sur les jointures qui est mis à jour par rapport à ces informations. On retrouve la table des joueurs, ça n'a pas de changement, username, etc., le niveau, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un player class comme on avait ici, j'ai juste changé le nom et ce n'est plus une chaîne cette fois-ci, c'est là que c'est important, mais c'est un identifiant, donc une clé étrangère, d'accord? Alors j'ai pas mis les contraintes, je me suis pas embêté à mettre les contraintes, j'aurais pu, mais pour pas non plus alourdir le fichier, il n'y a pas de contraintes marquées, mais peu importe. Mais en tout cas,
Ce player ability en fait est un entier qui va correspondre à une valeur d'identifiant ici. Voilà, donc évidemment si vous voulez faire ça vraiment proprement, que ce soit nickel à ce niveau-là, il faut ajouter des contraintes pour que en fait vous ne puissiez pas par exemple ajouter une information qui n'existerait pas. En fonction de ce que vous voulez, vous permettre la suppression automatique de certaines données en fonction de ce que vous supprimez, ce que vous mettez à jour, tout ça. C'est l'intérêt des contraintes et c'est ce qu'on avait déjà vu dans des vidéos précédentes. Donc là, je vais dire, par exemple, un tel joueur aura un numéro qui correspondra en fait à un identifiant d'habilité qui est relié, comme vous voyez dans cette table Abilities, qui possède donc un nom. D'accord, on aura ici en fait le nom de la classe pour les joueurs. Donc au lieu de l'avoir mis directement dans la table des joueurs, on le met dans une nouvelle table et comme ça on a ces informations-là, qui pourra du coup, cette table-là, être reliée à plein d'autres tables au niveau de notre base. Et c'est là que ça va être intéressant. On retrouve la fameuse table pour les échanges. Donc cette fois-ci, même chose, j'ai viré tout ce qui était en rapport avec des chaînes de caractères pour n'utiliser que des clés. Donc ici le vendeur, ce sera ici un identifiant de joueur. L'acheteur, ce sera également un identifiant de joueur. Et pour Player Trade Item, donc l'objet, ce n'est plus le nom de l'objet directement, mais c'est également une clé vers une nouvelle table, FV Items, et notamment un identifiant d'objet, qui permet donc pour chacun des objets d'avoir un nom, un type et un prix de vente par exemple. Et on peut imaginer tout un tas d'autres tables qu'on pourrait ajouter, d'autres relations qu'on pourrait faire. À partir de là, enregistrement de quelques joueurs, ça il n'y a pas eu de changement je crois par rapport à la séance précédente. Les classes sont maintenant ici, d'accord, à part dans une table spécialement pour elles. On a les objets, voilà, du jeu, et on a toutes les transactions qui ont été effectuées. Vous voyez, il n'y a plus que des identifiants pour les vendeurs, les acheteurs et l'objet qui est passé en fait dans la transaction. Tout simplement. On va importer ce fichier, donc ça on l'a déjà fait maintenant plusieurs fois, vous avez l'habitude. On va démarrer le client. Là. Ok, alors je ne vais pas vérifier chaque information, vous pensez à bien le faire de votre côté, mais même chose, je l'ai déjà fait maintenant plusieurs fois en vidéo, donc on va gagner un peu de temps là-dessus. Voilà, et puis je vais juste faire un show tables pour voir que tout est bien là. Et on va faire par exemple un players, pourquoi pas au niveau des objets. Voilà, on a l'air d'avoir du coup les informations. C'est comment abilities. Ok, on a les informations qui sont disponibles, a priori il n'y a pas de problème. Très bien. On va en jouer à KDV, bon c'est pas grave pour les informations là, on s'en servira pas, je l'ai juste mis là pour que vous ayez un petit visuel, hein, histoire de ne pas avoir des tables avec pas grand chose comme information. Mieux de travailler comme ça sur des exemples assez illustratifs on va dire, pour cette partie là, parce que les jointures encore une fois sont très importantes, ça va vraiment vous servir dans pas mal de choses. Alors on va aller tranquillement, on va pas trop se presser. Au niveau des jointures, très simplement, ça va permettre de faire, comme je vous disais, la relation entre plusieurs tables. Donc là, déjà, l'avantage de ce système, c'est qu'on a organisé nos informations entre différentes tables. Donc ça, pas de problème. On économise comme ça au niveau des informations que l'on stocke. Et c'est très pratique pour l'évolutivité, donc la maintenance, en fait, de notre base de données. Comme je vous ai dit, imaginons que ça représente donc une base de données pour un jeu vidéo. À tout moment, je peux ajouter de nouvelles classes, de nouveaux joueurs peuvent s'inscrire, on pourra ajouter des nouveaux objets au jeu, et s'il y a de nouveaux échanges qui sont entre les joueurs, pas de problème, ça s'enregistrera. Tout est cohérent, on a les données qui sont chacune dans des tables parties spécifiques, pas de problème, pas de problème. Mais, forcément, à partir de là, si on veut par exemple, je sais pas, moi je veux lister tous les joueurs de mon jeu, et je veux également voir quelle classe ils utilisent dans mon jeu, naturellement, hein, au plus simple, on peut simplement faire un petit select étoile from FV players, et en récupérant ces informations, on se retrouve avec ça, ce qui est parfaitement logique, puisque c'est ce que nous avons en fait enregistré ici. Ce sont toutes ces informations là. Le problème, c'est que si je lis ça, moi par exemple je me dis tiens, Sephiroth, il joue quoi comme classe? Eh bien il joue la classe 5. Pas pratique. Le moyen de près d'aller voir, c'est de faire un select, donc je fais une deuxième requête, d'accord, et je fais ça, je dois chercher où est le 5 et à quoi il correspond, c'est mage noir. Et à ce moment-là, je peux le savoir. Moi j'aimerais pouvoir lister tous mes joueurs et lister directement la classe qu'ils utilisent, c'est-à-dire le nom en fait de cette classe. Pour cela, comme il y a des informations qui proviennent en fait de deux tables différentes, on va utiliser ce qu'on appelle une jointure, justement. On va faire une relation entre deux tables pour récupérer toutes les informations que l'on veut dans l'une ou l'autre, ou les deux de ces tables, en fonction. Donc on y va, on passe ici,
On sélectionne toutes les informations qu'on veut. Alors information, si vous avez pris la mauvaise habitude, selon moi en tout cas, de mettre des noms de champs identiques entre plusieurs tables, n'oubliez pas de préciser toujours le nom de la table, de mettre un point, et ensuite de mettre le nom du champ, d'accord? Moi, comme les noms des champs sont tous différents, c'est-à-dire que les informations que je mets là, voilà, c'est que des noms qui sont différents dans chacun des cas, je n'ai pas besoin de mettre le nom de la table par rapport à ça. Donc je veux le nom d'utilisateur, je veux le niveau de son personnage, d'accord, et je veux le nom de sa classe, c'est-à-dire dans FV Abilities, ceci, Ability Name. D'accord, jusque-là, tout le monde suit, il n'y a pas de problème. Ça, ce que je veux faire en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est le listing de mes joueurs. Je veux pas lister mes classes, ça je m'en fiche. Je veux moi faire la liste des joueurs. Donc ça provient de cette table-là. Mais si je ne fais que ça, bah, il va chercher Ability Name dans la table des joueurs, il va pas trouver ce champ, ça va faire une erreur de syntaxe, et votre requête ne fonctionnera pas. On va créer une jointure pour relier la table des players à la table des habilités. Pour cela, on va procéder à la jointure la plus standard qu'on peut trouver en SQL, c'est la fameuse jointure interne, c'est-à-dire qui est faite directement, qui concerne en fait en interne les différentes tables de votre base. On fait inner join, la seconde table, donc moi c'est abilities, et on doit préciser sur quoi nous faisons la relation, la jointure entre ces deux tables. Bah, en gros c'est ça, c'est de dire que pour player ability, d'accord, donc FVPlayer, Player Ability, ça correspond en fait au ID Ability de cette table. Donc là, exceptionnellement, je vais mettre le nom des tables, même si encore une fois, dans mon cas, je n'en ai pas besoin parce que j'ai des noms de champs différents. Mais pour préciser, cette information-là, c'est la clé étrangère en fait qui correspond à la clé primaire en fait de la table des habilités. Ceci. On va retourner, on va exécuter la requête, et voilà les informations que nous récupérons. Cette requête interne, donc cette jointure interne, pardon, pour être plus exact, va retourner en fait les enregistrements dans le cas où les informations de la table 1 et la table 2, donc A et B, existent. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va retourner tous les joueurs qui donc, ont forcément une classe, et en même temps ça on est obligé, parce que par rapport à comment j'ai conçu ça, j'ai rendu obligatoire le fait de renseigner une classe, donc on peut pas avoir par exemple un joueur sans classe, pas possible. S'il y a une création de joueur, dans la manière dont on a conçu notre base de données, on estime que tout joueur a forcément une classe, mais on pourrait très bien ajouter des nouvelles classes que aucun joueur n'a encore joué. Donc là, si vous voyez, je vais vous montrer ce que forcément vous ne pouvez pas le deviner, il y a ici deux classes que j'ai ajoutées par rapport à la séance précédente, démoniste ingénieur, dont qui ne sont pas utilisées en fait par des joueurs. Aucun joueur n'utilise cette classe. Du coup, au niveau de mes résultats, je n'ai nulle part en fait mention de ces classes-là. On retourne simplement les joueurs et les classes en fait qui correspondent. Donc il faut, vous voyez, que les informations des deux tables soient valides. D'accord? On ne va jamais retourner en fait des informations dans le cas où on aurait des joueurs sans classe ou des classes qui ne sont pas utilisées par des joueurs. Là, on a automatiquement toutes les informations qu'on voulait. Et c'est forcément plus lisible. Déjà, on le fait en une seule requête, grâce à la jointure, et on a toutes les informations qu'on veut plus lisibles. On n'a plus des identifiants de classes, qui serait quand même pas pratique. On a directement leur nom. C'est beaucoup plus lisible. Et là, on voit que c'est féroce, effectivement, d'un seul coup d'œil, qu'il est mage noir. C'est plus simple de travailler comme ça. Ça, c'est la requête, encore une fois, la plus standard que l'on peut avoir dans ce sens-là. Donc c'est à connaître. Vous avez peut-être d'ailleurs, si vous avez déjà fait du SQL, ou si un jour de toute façon vous faites pas mal de recherches là-dessus, vous pourrez tomber sur une syntaxe un peu moins, on va dire, alors je vais pas forcément le... Est-ce qu'on peut éventuellement... Oui, on va le montrer là. Vous avez peut-être vu, c'est-à-dire qu'au lieu de voir comme ça un inner join, vous allez avoir ce genre d'informations là. Deux tables qui sont précisées là, par exemple. D'accord. Et là, au lieu d'avoir une jointure indiquée comme ça, on a simplement une clause where qui refait en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire player ability égale ceci. Vous voyez, on vire la jointure, mais on fait une clause where en fait pour indiquer la relation. Donc c'est une autre possibilité, mais qui n'est pas pratique dans le sens au niveau syntaxe, puisque dans une jointure, vous pourriez avoir une clause where. C'est-à-dire que là, s'il faut gérer plusieurs informations dans la clause where, vous allez très vite perdre en lisibilité au niveau de votre syntaxe. Vous pouvez vous servir de cette syntaxe, mais c'est pas forcément la plus recommandée.
L'avantage quand même de la jointure, déjà c'est qu'on voit plus facilement qu'effectivement il s'agit d'une jointure, d'accord, c'est plus explicite, et sans problème, si à un moment donné je veux filtrer des résultats, vous voyez, je fais ma clause where ici. Alors quoi, ça peut être where player level plus grand que 10. Là, vous voyez, par exemple, Clad Juju, Haricot, etc., ils ne sont pas affichés parce que ces joueurs n'ont pas atteint le niveau 10. Enfin, ils n'ont même pas dépassé le niveau 10 plus exactement. Donc on peut filtrer sans problème et c'est beaucoup plus lisible comme ça. Donc à vous de voir, mais je vous conseille quand même plutôt d'utiliser le inner join plutôt que d'utiliser directement une clause where en fait. En tout temps, vous voyez, ça vous rajoute des noms de tables, parce qu'il faut les préciser dans la partie from. Pas forcément l'idéal. Là au moins, on voit bien que on a la première table qui est en relation avec celle-là, selon ce schéma de clé en fait, c'est-à-dire cette clé-là qui est rattachée à celle-ci. C'est beaucoup plus lisible. Et après, si on veut mettre plein de clauses where derrière, on peut les faire. Puis si on veut mettre un order by, et on le met encore à la suite, il n'y a pas de problème, on peut classer sur le nom d'utilisateur, ce qu'on veut, les niveaux, etc. Donc c'est bien plus pratique de fonctionner comme ça. Ça, c'est la première requête. En tout cas, le premier type de jointure. Voilà, pour cette information-là. Éventuellement, même si c'est pas l'idéal, mais il faut que je vous le montre parce qu'il faut savoir que ça existe en SQL, si vous avez un cas particulier où, entre plusieurs tables, vous avez des champs qui possèdent le même nom et qui sont du même type de données, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle une jointure naturelle. La jointure naturelle, c'est très simple, alors je vais faire genre une sélection complète, c'est ça. From une première table, je sais même plus parler, et on fait natural join d'une autre table, en mettant, en fait, par exemple, cette table-là, on aurait un champ qui s'appelle, je sais pas moi, ID, ce qui est évidemment une très mauvaise idée, et un champ qui s'appelle ID aussi dans l'autre, qui sont du coup, qui ont le même nom, qui sont de même type. Voilà, si vous avez un cas particulier comme ça, vous pouvez faire une jointure naturelle. Ce n'est pas, encore une fois, le meilleur non plus, parce que je vous conseille quand même plutôt d'avoir des noms de champs différents pour chacune des tables. C'est plus pratique, surtout, et ça permet de, rien qu'en lisant en fait ces requêtes, on sait à quoi font référence ces informations, et surtout ça évite de toujours indiquer les noms des tables. Donc mine de rien, quand on met par exemple ici des préfixes, tout ça, on s'y retrouve mieux. Parce que si par exemple j'enlève ces informations-là, je mets par exemple name comme ça, après j'ai name pour item, et vous voyez tout de suite, là, si un jour vous avez name, vous savez pas si ça correspond à un nom d'objet ou si ça correspond à un nom de joueur. Donc l'avantage, quand on est beaucoup plus précis, ça rajoute peut-être des caractères au niveau des noms, donc vous devrez écrire plus de choses, mais vous allez largement économiser au niveau de vos requêtes, et ça évite comme ça ce type de jointure-là. Mais sachez que ça existe, on peut faire une jointure naturelle comme ça, dans le cas où la relation se fait entre deux clés qui portent le même nom de colonne et le même type de données. Ça, c'est deux informations obligatoires pour que ce type de jointure soit faisable. Je voulais vous en parler parce que c'était bien de le savoir. On va passer à un autre type, et après, de toute façon, le dernier, je pourrais pas vous le montrer, puisqu'en fait, MySQL ne le prend pas en charge. Donc vous pourrez éventuellement vous tester de votre côté si vous travaillez sur Oracle ou un autre SGBD. Et je vous en parlerai quand même rapidement en fin de vidéo. Nous allons passer à un autre cas de jointure qui va permettre, et là c'est pour le coup ça va être intéressant par rapport à ce que je vous ai mis ici dans cette base de données, récupérer certains enregistrements. En gros, moi je vais faire ça. On va faire un select étoile from FV players. On va faire ça comme ça. Alors peut-être pas FV players, plutôt. Voilà, je vais récupérer la liste des habilités, donc toutes les classes en fait que j'ai dans mon jeu. Et je vais faire une jointure gauche. Donc c'est des jointures externes cette fois-ci. Donc vous pouvez écrire left join ou left outer comme ceci. Mais ce mot-là est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre et ça raccourcit en ne le mettant pas. Vous faites ça comme ça. Et cette relation, alors je vais la faire avec FV players. Et même chose. Du coup, ça sous-entend égal FV players. Ability. Donc en gros, j'ai limite changé que ce nom. À part que j'ai inversé, vous voyez là, je fais ça. Ça c'est la table A en fait, ça c'est la table B. Tout à l'heure c'était l'inverse. Et peu importe, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait dans ce sens-là par rapport à cette requête. Voilà les enregistrements que ça me retourne. Donc ça retourne tous les champs des deux tables. Et si vous remarquez dans les résultats, vous voyez qu'à certains endroits, c'est marqué nul, 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 nul. Et c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous avais dit qu'il y avait des classes en fait qui n'étaient pas encore jouées par des joueurs. Et du coup, quand on fait notre jointure,
et bien ces informations-là sont indiquées comme nulles, c'est-à-dire elles n'existent pas en fait. Voilà. Il n'y a aucun joueur correspondant qui joue démoniste, aucun joueur qui est un ingénieur. Donc ces informations sont retournées de cette manière. En gros, une jointure gauche, comme c'est indiqué là, va dire de retourner tous les enregistrements de la première table, donc c'est celle qu'on met dans le from, ok, même si il n'y a pas d'information qui existe dans la seconde. Donc là, je lui ai dit, bah, tu me retournes la liste de toutes les classes de mon jeu, même s'il y a des joueurs qui ne se servent pas de certaines d'entre elles. Peu importe, je veux mon listing au complet, même si certaines ne sont pas utilisées. Alors que si j'avais fait un inner join, une jointure interne comme on l'a vu juste avant, rappelez-vous, ces enregistrements n'étaient pas retournés. On n'aurait pas eu le démoniste et l'ingénieur. On peut d'ailleurs, juste changeant comme ça, vous voyez l'avantage, si vous changez un mot, ça vous change le type de jointure. Voilà. Automatiquement, on voit la différence, on ne récupère pas les enregistrements ici, qui n'existent pas dans les deux cas. Attention, hein, la jointure interne, le inner join, c'est dans le cas où il existe les informations dans les deux tables à la fois. Ici, on dit simplement, la table de gauche, donc c'est généralement la première, hein, quand on parle de table de gauche, c'est celle-là, table de droite, c'est celle de l'autre côté, d'accord, A et B, et là, pas besoin forcément que l'information existe dans l'autre table, on les retourne. On peut faire, sinon, une information inverse, c'est-à-dire de faire l'inverse par exemple du inner join, d'accord, c'est-à-dire de récupérer en fait ce qui n'a pas d'enregistrement sur l'autre table. Pour cela, alors je vais faire comme ça, on va faire left join, tic ici, on va rajouter une clause, alors je vais mettre, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas de player ability, is nul. Voilà. Là, en fait, donc je vous explique, je vous ai fait le petit exemple. J'ai refait la même chose, d'accord, ma petite jointure, mais je lui ai dit du coup de filtrer le résultat dans les cas où, parmi donc les classes que je récupère dans mon select, il n'y a pas de joueur en fait attribué à ces classes. Donc là, il a fait l'inverse de la jointure interne, c'est-à-dire de retourner en fait ce qu'il y avait d'un enregistrement qui n'existe pas de l'autre côté. Donc là, on observe, du coup, alors j'aurais même pu juste faire, par exemple ça. Voilà, mettons là, je suis en train de faire des statistiques, je me dis voilà, j'ai un jeu, j'ai créé des classes, etc. Je veux savoir quelles classes ne sont pas utilisées par mes joueurs. Donc je fais ça, et voilà. Je sais que démonistes, ingénieurs ne sont pas encore joués par des gens sur le jeu. Tout simplement. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai inversé là les tables, parce que comme je vous avais dit dans notre cas, on s'est arrangé pour que tous les joueurs aient forcément une classe. Donc si j'avais gardé dans l'autre ordre, j'avais fait par exemple à l'envers en fait, bah, ça n'aurait pas été bon parce que tous les joueurs ont forcément une classe. Donc ils ont tous en fait une information qui existe. C'est pour ça que là j'ai inversé l'information, pour que bah, l'exemple fonctionne par rapport à la base de données que je vous ai fournie. Donc ça, pareil, on peut du coup, via ce type de jointure, récupérer tout un tas d'informations. Cette petite clause permet de, en fait, tout simplement récupérer les enregistrements, moins ce qui fait le croisement entre les deux tables. En gros, ça dit, tu récupères toutes les informations de la première table, donc celle-là, mais tu retires, donc grâce à cette clause where, tout ce qui est également, tout ce qui, en fait, comment dire, tout ce qui est en relation également avec l'autre table, ce qui existerait dans l'autre table. Alors pour cela, je vous ai fait des petits schémas que vous pouvez récupérer également sur le GitHub qui est disponible, sont dans la description de la vidéo aussi, il y a un petit lien. Et comme ça, je vous ai repris un petit peu chacune des jointures. Donc, pour résumer rapidement, la jointure interne, ça correspond à ça. Vous voyez, il faut que les informations existent à la fois dans les deux tables. C'est pour ça que j'ai ici coloré la partie qui rassemble les deux. Ok. La jointure naturelle, donc là je vous ai précisé ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que voilà, qu'il y ait au moins une colonne de même nom et de même type, d'accord, dans les deux tables. Donc ça évidemment je vous la recommande pas spécialement, la jointure naturelle, mais sachez que ça existe, si un jour vous la rencontrez dans un fichier ou autre, ou vous travaillez dans une base de données qui s'en sert, ou qui sert de ce genre de requête, vous savez que ça existe et vous saurez comment ça fonctionne. Et après on retourne les fameux jointures externes gauche, left join. Donc ça c'est l'exemple principal, qui a dit, voilà, comme je vous ai dit, la liste de toutes les classes, même si elles ne sont pas utilisées par les joueurs, d'accord, voilà, on exclut en fait, on s'en fiche en fait de savoir qu'elles sont utilisées ou pas. Et ça c'est en fait l'autre partie. C'est de dire tout simplement la liste, d'accord, mais qui ne sont pas utilisées en fait. D'accord, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les classes, mais pas utilisées par les joueurs. Vous voyez, on n'inclut pas B, on retire cette partie-là, et c'est pour ça qu'on n'avait que ces deux-là. Voilà, donc histoire que vous voyez un petit peu la différence dès qu'on ajoute cette clause en fait, par rapport au filtre que ça fait.
À l'inverse, que je ne vais pas vous montrer de requête dessus, parce que c'est exactement la même chose, c'est l'inverse. Ce sont les requêtes droites. Donc la requête right join. C'est la même chose, mais vous voyez sur la table à l'envers. Donc ça, vous n'avez pas honnêtement besoin d'en vous en servir, puisque si vous voulez au pire faire l'inverse, même avec un left, bah, il suffit simplement de changer les noms des tables ici. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Sachez que ça existe. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Il suffit de remplacer left par right. Et là, en fait, ça fait l'inverse. C'est-à-dire bah, la liste des joueurs. De toute façon, je peux même l'exécuter si vous voulez. Et voilà, ça ne retourne rien, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous mes joueurs ont forcément une classe. Donc automatiquement, ça ne rendrait pas grand-chose. Alors on peut le faire peut-être maintenant sur un autre exemple, par contre. On va reprendre le left. Pas forcément travailler toujours pareil, mais on peut dire player name, la liste des joueurs. Non, mieux. Mieux. La liste des objets. Voilà, et on va rattacher ça à des échanges. Là. Ce qui correspond, et on va faire la relation entre l'item, donc l'identifiant de l'objet, et player trade item. Voilà, je vous remonte les informations pour que vous ne soyez pas perdu. Vous voyez, les objets, nous avons un nom, un type, bon, ça on s'en fiche, ces informations-là, mais ces deux-là, on a le nom ici, d'accord? Et dans nos échanges, bah, nous avons l'identifiant qui correspond à l'objet en question. C'est l'information qu'il y a là en troisième colonne. Ça correspond à ça, en fait, un identifiant parmi ces objets-là. Ça va permettre, via cette petite jointure, de récupérer toutes ces informations-là. Voilà. Ça, ce sont tous les comment dire, comme c'est une left join, tous les objets que nous avons dans notre jeu, même s'ils n'ont pas été en fait utilisés dans des échanges. Si je veux voir seulement ceux utilisés dans les échanges, rappelez-vous, il faut utiliser une jointure interne. Dans ce cas-là, voilà, la liste est beaucoup moins longue. Enfin, beaucoup moins longue, bon, de quelques exemples, mais en gros, certains objets qu'on n'a pas. Par exemple, voilà, l'arc, là on a un arc en fer, arc en argent. Ici, vous voyez que on peut voir bah, que, alors s'ils y sont par contre ici, c'est normal, parce que du coup, je voulais voir en fait, notamment ce qui n'est pas échangé. C'est quoi? C'est... Est-ce que je n'affiche que ça? Normalement, on va avoir des valeurs nulles. Du coup, ils étaient échangés ceux-là. Voilà. C'est qu'il n'y en a pas grand-chose aussi comme information. Item name. Donc là, il va me cacher les objets en fait qui... Parce que j'ai vu ce que j'avais mis ici comme j'ai mis à jour. Je sais pas si j'ai changé, il me semble pas. Et là, j'ai dû rajouter des objets qui n'étaient pas dans les échanges. Hein. A priori. Ah si, il y est. Non, il n'y est pas. Le 1, ça correspond du coup à le premier enregistrement, donc c'est l'épée. Ok. Ok, on a cette information-là. En tout cas, bon, même si des fois je vous montre pas en vidéo, je vous fais pas d'autres exemples sur toutes les tables ça, je vous fournis, hein, c'est pas pour rien, des bases de données, des fichiers SQL à chaque fois. Vous puissiez de votre côté bah, faire d'autres requêtes, pas forcément répéter les requêtes que je vous montre en vidéo, et puis voir que ça fait le même résultat que moi en vidéo, et puis passer à la suite. Ça vous permet aussi de faire d'autres requêtes avec tout ce que vous avez appris, et vous voyez, bah, vous verrez comme ça, vous pouvez récupérer plein d'autres informations. Donc je vous montre pas tout en vidéo, mais pour autant vous avez de quoi travailler avec ces différents fichiers-là. Et vous avez de quoi faire par rapport aux jointures, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs types de jointures. Donc on va passer très vite, parce que de toute façon les jointures droites c'est la même chose, hein, on va pouvoir de toute façon terminer assez vite, là je vous l'avais dit. Et on arrive sur un autre exemple que je peux pas vous montrer, mais en gros vous voyez on rajoute simplement, c'est-à-dire qu'au niveau du... si j'enlève cette partie-là, par exemple, c'est simplement un full join, d'accord? C'est toujours généralement juste à remplacer le nom, hein. C'est inner join, full join, left join, right join, il n'y a pas grand-chose à changer au niveau de la requête en elle-même. Donc moi je peux pas le faire parce que ça ne fonctionne pas sur le SGBD MySQL, mais si vous travaillez sur un autre, vous pouvez tester, voir si c'est pris en charge par rapport à votre système de gestion. Et ça va permettre tout simplement de faire tout. D'accord? Ça récupère vraiment la totalité des informations. Et on peut éventuellement, en faisant une petite clause, récupérer en fait les informations qui sont en fait exclues dans chacun des cas. A et B, mais pas ce qui en fait appartient aux deux en même temps. Vous voyez là, c'est carrément l'inverse de la jointure interne. On a vraiment tout l'inverse. Donc ça, vous pouvez, si vous voulez le tester,
par rapport à ça. Alors logiquement, si vous avez bien suivi les différentes séances qu'on a faites jusqu'à présent, même si MySQL ne permet pas de faire une full join comme ça, d'accord, une jointure externe pleine, hein, comme je l'ai marqué ici, rappelez-vous, avec le union, d'accord, union, on peut faire en fait ce système-là. D'accord, donc vous pouvez utiliser avec MySQL union qui permet en fait de faire l'union de deux tables et au final de faire tout simplement rappelez-vous, on avait fait select étoile from table A et ensuite union select étoile from table B, table B, et du coup ça fait exactement la même chose que ça. Sauf qu'on n'a pas forcément de relation entre deux clés. Mais peu importe, parce que là on récupère vraiment tout. Donc ça on peut le faire. On peut le simuler avec un union en MySQL, bien que ce ne soit pas pris en charge, directement par ce système de gestion de base de données. Et pour finir cette séance, donc là pareil, je vais vous le montrer, mais ça n'a pas tellement d'intérêt, ce qu'il faudra que vous ayez un jour un usage réel et utile pour faire employer ce genre de jointure. Mais je vais vous montrer au niveau du schéma, parce qu'il n'est pas forcément très lisible, hein, c'est pas pratique de faire un schéma lisible là-dessus. La jointure croisée. Donc elle, c'est simple, il suffit de faire un cross join. Donc on va faire très simple, on va faire select étoile from fv players, comme ça. Et cross joins fv abilities. On va pas forcément prendre tous les enregistrements. Cette requête, vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup d'informations, elle va prendre chacun des champs de votre première table, d'accord, et elle va le rattacher, le relier tous les champs de la seconde table. Et chaque champ, en fait, voilà, le champ A, il va être rattaché au champ A de la table B, au champ B de la table B. Le champ B de la table A, au champ A de la table B, au champ B de la table B. Vous voyez bien au niveau de l'origine ici. Peut-être on met un peu. Voilà. Voilà, vous voyez, depuis ce champ-là, c'est pour ça que j'ai mis fil de 1, fil de 2, etc. Donc colonne, hein, ça correspond à une colonne. Un enregistrement, en fait, on a ça, et hop, on relie, et on relie avec le deuxième. Celui-là, on relie avec le premier, avec le deuxième. Celui-là, premier, le deuxième. Donc ça fait en fait tout simplement le produit des deux tables, d'accord, produit cartésien, des deux tables que nous avons, et ça permet de récupérer en fait le produit des deux. Donc si vous avez 40 enregistrements là, 40, ça fait 40 fois 40, tout simplement. Donc c'est pour le coup, tout de suite, en tout cas avec ce que vous avez vu, pas utile comme type de requête, mais dans certains cas, quand on a besoin de relier en fait des informations de deux tables, eh bien on peut utiliser tout simplement une requête, une jointure pardon, croisée. Donc là, si vous regardez, ça retourne tout ça. Donc attention, parce que ça multiplie évidemment les enregistrements d'une table par l'autre. Hein. Donc si vous avez, ça peut faire du coup une requête assez longue, puisqu'elle peut retourner beaucoup de résultats. Après on peut trier, hein, bien sûr, on peut faire toujours faire un petit order by par ce qu'on veut, un player name par exemple. Voilà, si on veut. Vous voyez, du coup, il a pris pour Big Boss, il a pris toutes les classes qui existent. Pour ClaDuju, toutes les classes qui existent. Pour Grégoire, toutes les classes, etc. Voilà. Donc j'ai pas vraiment d'exemple qui serait très concret à vous montrer ici. Parce que voilà, il faut en avoir l'utilité. Il faut à un moment donné se dire, bah tiens, dans un cas où effectivement j'ai besoin de faire ce type de jointure. Là, pour l'exemple ici, il n'y en avait pas forcément d'intéressant. Donc sachez également que ça existe. Peut-être un jour vous serez amené à vous en servir, peut-être jamais, c'est pas grave. Mais vous pouvez vous servir de ce type de jointure en SQL également. Donc n'hésitez pas, encore une fois, vous avez un fichier SQL qui est quand même pas mal fourni, mine de rien, pour vous exercer à vous servir des différentes jointures, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc vous pouvez servir un petit peu de tout ça. Pourquoi j'ai fait CTRL, oui, j'ai tout enregistré, c'est pas grave. Je vais pas enregistrer mon fichier, non, ça reste là. Donc vous avez ce schéma qui est disponible dans la description de la vidéo, c'est tout, hein, c'est toujours rattaché, voilà, des liens directement depuis mon GitHub. Vous avez tout disponible, alors j'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel, voilà, vous avez les playlists ici, et toutes les ressources sont disponibles là, donc vous pouvez retrouver tous les fichiers, les schémas, l'étude de données, etc., en fonction de vos besoins. Donc profitez-en pour vous exercer, faire tout un tas de requêtes, prendre des notes, récupérer les différents fichiers pour pouvoir comme ça, voilà, bien comprendre un peu et assimiler tout ce que vous avez vu, parce que pour le coup en SQL, il y a beaucoup de commandes différentes, beaucoup d'exemples, hein, de requêtes, de systèmes qu'on peut utiliser. Pour la fin de cette formation, on n'a plus qu'à terminer avec quelques séances en fait sur des fonctions. C'est-à-dire que je vais vous parler de fonctions qu'on va pouvoir utiliser pour nos chaînes de caractères, pour le traitement des dates et des heures, pour tout ce qui est chiffrement. Voilà, on fera une petite vidéo rapide, assez rapide d'ailleurs, hein, sur on va dire les questions de sécurité en SQL, et on pourra comme ça terminer, clore ce cours SQL. Vous aurez largement vu ce qu'il faut
pour pouvoir employer justement ce langage directement tout seul si vous travaillez en tant qu'administrateur de base de données, ou l'employer directement via un langage de programmation, par exemple en web, pour pouvoir manipuler des données, ou dans un jeu vidéo aussi, puisqu'on peut évidemment faire du SQL un peu partout. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire, j'ai essayé de pas faire trop long non plus, mais il fallait qu'on fasse un peu le tour de tout ça, et je vous ai volontairement, encore une fois, fourni un fichier avec pas mal de tables, pas mal d'enregistrements, pour que vous puissiez vous exercer avec plein d'autres requêtes que j'ai pas forcément montré en vidéo, et c'est l'idéal pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous apprenez. C'est un petit peu le but en tout cas de ce cours. A bientôt tout le monde pour la prochaine séance sur formation vidéo.